Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue de manière exhaustive et totalement subjective les comics à paraître en novembre 2023 chez Panini Comics. On verra les sorties des autres éditeurs dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Comme d'habitude sur leur blog, Panini arrête ses annonces au 22 du mois. Je suis donc allé chercher les sorties du 29 novembre sur les sites de vente en ligne. Et là, surprise, soit ma vue a méchamment baissé, soit Panini ne prévoit aucune sortie pour la dernière semaine de novembre. Ceci dit, c'est pas pour autant que Panini réduit son nombre de publications, puisque 37 nouveaux titres sont annoncés pour novembre, sans compter ceux qui étaient initialement prévus pour octobre et qui ont été décalés au mois suivant. On va commencer par les titres liés à la sortie ciné du mois, The Marvels, qui sort en salle le 8 novembre, et donc, forcément, Panini fait le forcing sur les personnages avec un gros paquet de nouveautés. Pour avoir une vue d'ensemble, commençons par l'anthologie Nous sommes les Marvel, qui regroupe tout un tas de choses datant de diverses périodes. On pourrait y retrouver le tout premier Captain Marvel dans Captain Marvel numéro 1 de 1968 par Roy Thomas et Gene Colan, Carol Danvers à l'époque où elle portait le costume de Miss Marvel dans Marvel Team Up 62 par Chris Claremont et John Byrne, la première apparition de Monica Rambeau dans Amazing Spider-Man Annual numéro 16 par Roger Stern et John Romita Jr., la même qui prend la tête des Avengers dans Avengers 279 par Roger Stern et John Buscema, puis qui voyage dans le passé dans un court récit paru dans Marvel Fanfare 42 par Dennis Maloney et Bob Hall, ancré par Bill Sienkiewicz, et enfin qui affronte les Sons of the Serpent dans Captain Marvel numéro 1 de 1994 par Dwayne McDuffie et Mark Bright. On a aussi Kamala Khan qui s'invite dans les pages d'Amazing Spider-Man 7 et 8 de 2014 par Dan Slott, Christos Gage et Giuseppe Camuncoli, qui rejoint les All New All Different Avengers de Mark Waid et Adam Kubert et qui rend visite à Carol Danvers dans Generation, Miss Marvel et Miss Marvel par J. Willow Wilson et Paolo Villanelli, puis dans Marvel Team Up 4 à 6 par Clint McElroy et Iguara. Et on termine par Captain Marvel numéro 31, par Kelly Thompson et Takeshi Miyazawa, épisode qu'on retrouve également au sommaire du tome 7 de Captain Marvel. Et du coup, ma transition est toute trouvée pour enchaîner avec le tome 7 en question. Mine de rien, le tome précédent est sorti il y a plus d'un an et demi, en avril 2022, c'est dire si ce nouveau tome s'est fait attendre. Alors qu'il me semble que ça fait plutôt partie des bonnes séries Marvel actuelles. Kelly Thompson est une scénariste qui sait donner du rythme à ses récits et qui sait jouer habilement avec les interactions entre ses différents personnages. Et dans l'ensemble, elle a eu l'occasion de travailler avec de bons dessinateurs. Ici, outre le premier épisode par Miyazawa, les 5 suivants sont réalisés par Sergio Davila, qui réalise une prestation tout à fait convaincante. Côté scénario, Thompson reprend une idée et un adversaire qu'elle avait développé précédemment dans la série, mais qu'elle exploite cette fois à une plus grande échelle et en faisant intervenir à peu près tous les personnages qui ont porté un jour ou l'autre le nom de Marvel. Ça donne un récit très spectaculaire qui monte en régime au fil des épisodes. Il n'y a rien de fondamentalement novateur là-dedans, c'est juste du bon récit de super-héros, bien foutu, et après tout, c'est tout ce qu'on attend d'une telle série. A l'inverse, je déconseille vivement Monica Rambeau Photon de Eve Ewing, Luca Maresca et Ivan Fiorelli. Dommage pour le travail des dessinateurs qui est tout à fait plaisant, mais le scénario de Ewing est assez désastreux. Ça part dans tous les sens, ça n'a aucun cap, on voyage dans l'espace, dans le temps et d'un univers à l'autre. C'est juste un énorme bordel qui brasse du vide. Bref, c'est à fuir. Entre les deux, on a le nouveau Miss Marvel, Justice au point, un récit composé de 3 one-shots où Kamala Khan fait équipe avec différents héros, dans l'ordre Wolverine, Moon Knight et Venom, pour combattre un adversaire qui semble s'adapter au fur et à mesure de ses attaques. Le scénario est signé Jody Houser, les dessins Zé Carlos, Ibrahim Robertson et Dave Wachter. C'est plutôt joli graphiquement et c'est très quelconque côté scénario. On aura droit enfin à 2 Marvelverse, ces petites anthologies à petit prix, comprenez 8,99€, que Panini publie régulièrement. Le premier est consacré à Captain Marvel et contient 2 épisodes d'Avenging Spider-Man par Kelly Sue DeConnick et Terry Dodson, Captain Marvel numéro 7 et 8 de 2014 par Kelly Sue DeConnick encore et Marcio Takara, et le one-shot Generation, Miss Marvel et Miss Marvel dont j'ai déjà parlé tout à l'heure.
L'autre Marvelverse est consacré à Monica Rambeau, avec à nouveau sa première apparition dans Amazing Spider-Man Annual numéro 16, son one-shot de 1989 par Dwayne McDuffie et Mark Bright, qui modifie nettement ses super-pouvoirs, un récit qui à ma connaissance a jamais été publié en France, et enfin Captain Marvel numéro 7 et 8 de 2013, où les deux héroïnes tabassent un robot géant. Et pour être complet, on retrouvera Captain Marvel et Miss Marvel dans des publications à destination des plus jeunes. Captain Marvel est ainsi à l'honneur de 2 titres Marvel Kids, Marvel Action Captain Marvel tome 1 par Sam Maggs et Mario Del Pennino, et Marvel Super Hero Adventures Captain Marvel par Shelley Fish, Jacob Chabot et Ty Templeton. Quant à Miss Marvel, pour les plus grands, elle a droit à un 3e tome dans la collection Marvel Next Gen qui reprend les 12 premiers numéros de la série de 2016 par G. Willow Wilson, Takeshi Miyazawa, Nico Leon et Adrian Alfona. Dans cette même collection Marvel Next Gen, on aura une autre sortie, cette fois consacrée à Miles Morales, Corps étrangers, un graphic novel inédit signé Justin Reynolds et Pablo Leon. Et on retrouvera le même Miles Morales en 100% Marvel avec le premier tome de sa nouvelle série par Cody Ziglar et Federico Vicentini. Alors, pour créer une sorte de buzz autour de cette série, Panini a choisi de proposer 4 couvertures différentes, mais de vendre l'album sous blister opaque pour qu'on puisse pas savoir quelle couverture on achète. Ouais. Ceci dit, étant donné la qualité de ces premiers épisodes, mon conseil serait plutôt n'achetez pas. Non pas que ce soit foncièrement mauvais, c'est juste terriblement quelconque, avec une nouvelle criminelle qui s'attaque à Miles et à ses proches pour les raisons les plus stupides qu'on puisse imaginer. En 100% Marvel toujours, Panini continue de titiller la fibre nostalgique de ses lecteurs avec Joe Fixit, une mini-série par Peter David et Hildy Sinar, qui se déroule donc à l'époque où Hulk bossait comme videur à Las Vegas. Ici, il fait équipe avec Spider-Man pour empêcher Wilson Fisk de mettre la main sur le casino de son employeur, Michael Berenghetti. Le dessin de Sinar est correct sans plus, et Peter David ressasse un peu toujours les mêmes thèmes qu'à l'époque sans apporter quoi que ce soit de nouveau. Autrement dit, c'est parfaitement dispensable. Dans Marvel Comics 23, pas d'épisode des Avengers au programme. Au lieu de ça, on a 5 épisodes d'Amazing Spider-Man, du numéro 19 au numéro 23. Les 2 premiers sont signés Joe Kelly et Terry Dodson, les 3 suivants par Zeb Wells et John Romita Jr., des épisodes qui reviennent enfin sur ce qui s'est passé avant le début de cette série. Au programme aussi 2 épisodes de Thor par Torunn Grønbekk et Juan Gedeon et Invincible Iron Man numéro 6 par Jerry Duggan et Andrea Di Vito. Sortie enfin de Destiny of X numéro 20 et 21, avec notamment la conclusion des mini-séries Exterminators et Sabretooth and the Exiles, ainsi que le Free Comic Book Day de 2023, qui marque la renaissance des Uncanny Avengers. Le dernier numéro en date des Trésors de Marvel est consacré à l'année 1965, avec une sélection de titres intéressants, X-Men 12 et 13 par Stan Lee et Jack Kirby, où les X-Men font pour la première fois face au fléau, Avengers numéro 16, des mêmes, qui introduit le nouveau casting de l'équipe, Fantastic Four 3940, signé devinez qui, avec la bataille du Baxter Building et Daredevil en invité spécial, Amazing Spider-Man numéro 24 par Stan Lee et Steve Ditko, dans lequel Spider-Man est en proie à de méchantes hallucinations, et enfin 3 extraits de Strange Tales, dans le très farfelu numéro 130, où la torche et la chose rencontrent les Beatles. Et ouais. En Marvel Must Have, 2 récits intéressants, même s'ils ont déjà été réédités à de multiples reprises. On a d'abord Thanos gagne de Donny Cates et Geoff Shaw. Un récit dans lequel Thanos rend visite à sa version future pour faire face à un ennemi commun. C'est extrêmement rythmé, Donny Cates y introduit pas mal de nouveaux personnages, ou plutôt, il redéfinit certains personnages et en propose des versions très différentes, et au dessin, Geoff Shaw fait des merveilles. On trouve également au sommaire l'annual numéro 1 qui réunit différents courts récits par autant d'équipes artistiques différentes dans des styles très variés et là aussi on trouve des choses vraiment intéressantes. Donc oui, lecture vraiment conseillée. Même chose pour l'autre must-have du mois, Agent Venom par Rick Remender, Tony Moore et Tom Fowler, soit les 5 premiers épisodes de la série de 2011. Je dois bien dire que Remender est le seul scénariste à avoir réussi à m'intéresser au personnage, lequel est ici incarné par Flash Thompson, le vieux pote de Peter Parker. On a des choses extrêmement spectaculaires, avec notamment une version très énervée de Jack O'Lantern, et des moments beaucoup plus intimistes, en particulier sur la relation de Flash Thompson avec son père. Là aussi, c'est du très bon. En Marvel Deluxe, 2 titres liés au X-Men période Krakoa,
On a ainsi le tome 2 d'Excalibur, avec les numéros 16 à 26 de la série, par Tini Howard et Mark Cousteau, soit les épisodes qui vont de la conclusion de X of Swords jusqu'à la fin de la série. C'est une série plutôt en marge de l'univers X, qui traite davantage de magie que de mutants. C'est pas mal, et Mark Cousteau fait un chouette boulot, mais ça reste quand même loin d'être indispensable. À choisir, je conseillerais plutôt l'autre deluxe du mois, le tome 2 de X-Force, par Benjamin Percy, Joshua Cassara, Gary Brown, Robert Gill et Martin Coccolo, avec les épisodes 15 à 26 de la série. Là, on est sur le versant le plus violent de l'univers mutant, les coups tordus qui tournent mal et les affrontements les plus sanglants. Si vous cherchez du super-héroïque qui tabasse avec, malgré tout, un traitement des personnages intéressant, vous pourriez y trouver votre bonheur. On aura droit à un Epic Collection en novembre. Malheureusement, c'est pas un titre que je conseillerais. X-Force, le chant du bourreau, un crossover de 1992 qui réunissait les séries X-Men, Uncanny X-Men, X-Force et X-Factor, et qui tournait autour de l'affrontement entre Cable et Strife. Et si vous avez oublié ou si vous ne connaissez pas Strife, franchement, je vous envie, surtout ne changez rien. Ceci dit, si l'histoire n'a aucun intérêt, côté dessin, on trouve quelques artistes intéressants, John Romita Jr., Jay Lee, Greg Capullo ou Andy Kubert, mais quand même, non. Du côté des intégrales, c'est pas foufou non plus. Le titre le plus intéressant du mois, c'est la réédition de l'intégrale X-Men 1988 volume 1, avec les épisodes d'Uncanny X-Men publiés dans le cadre du crossover Fall of the Mutants, puis la première apparition des Reavers, le tout illustré par Marc Silvestri, qui apportait quelque chose de vraiment neuf à la série à l'époque. Outre ces 6 épisodes, on a également au sommaire la mini-série Magic, par Chris Claremont et John Buscema, un récit assez atypique et étrange qui raconte les années passées par Illyana Rasputin dans les limbes. Donc oui, celui-ci, si vous n'y aviez pas l'édition précédente, c'est le moment de vous rattraper. Autre sortie intéressante, le tome 2 de l'intégrale Untold Tales of Spider-Man, par Kurt Busiek et Pat Olliffe. On a ici les épisodes 9 à 18 de la série, sachant qu'en revue, Panini avait cessé la publication de la série au numéro 15. On a aussi le one-shot Strange Encounters par Kurt Busiek, Roger Stern et Neil Vaux, qui lui avait été publié dans un Spider-Man Extra. Untold Tales, c'était une série assez sympathique, dans laquelle Kurt Busiek s'amusait à insérer dans la continuité des débuts d'Amazing Spider-Man des histoires inédites, et dans l'ensemble, ça fonctionnait assez bien. Est-ce que ça mérite d'investir 36€ aujourd'hui pour découvrir ou redécouvrir cette série ? Peut-être pas, mais après tout, si on compare aux séries Spider-Man actuelles, franchement, vive Untold Tales of Spider-Man. En tout cas, je conseille davantage que l'intégrale Submariner 1968-1969, écrite par Roy Thomas, dessinée pour moitié par John Buscema, et pour l'autre moitié par Mary Severin et Gene Colan. Des séries Marvel des années 60, je crois bien que celle consacrée à Submariner était la plus chiante. Ni Stan Lee, ni encore moins Roy Thomas, après lui, n'ont réussi à rendre le personnage et son univers intéressants. Ici, on assiste à l'exode des Atlantes après la destruction d'Atlantis. On a la première apparition de Killer Shark. On a une baston de Namor contre Triton des Inhumains et une autre contre la Chose. Et pourtant, on s'ennuie du début à la fin. En plus, on a un John Buscema qui assure vraiment le minimum, on le sent pas du tout intéressé par ce qu'il dessine. Mary Severin, c'est clairement pas le registre dans lequel elle est la meilleure. Il y a guère que les 2 épisodes de Gene Colan qui sont d'un bon niveau, mais ça reste une intégrale à réserver exclusivement aux complétistes marvelistes les plus absolus. Quant à l'intégrale Black Widow 1964-1971, qui réunit toutes les apparitions de la Veuve Noire à cette époque, que ce soit dans les pages de Tales of Suspense, d'Avengers, d'Amazing Spider-Man ou d'Amazing Adventures, on y trouve des choses pas mal. Le problème, c'est que tous ces épisodes ont déjà été publiés dans d'autres intégrales, qu'elles soient consacrées à Iron Man, aux Avengers, à Spider-Man ou à Daredevil. Bon du coup, si vous possédez déjà les intégrales en question, ne vous procurez surtout pas celle-ci qui s'avère n'être qu'un doublon. Terminons les intégrales par celles consacrées à Conan et aux années 1981-1982, avec les épisodes 125 à 131, plus les annuels 6 et 7. Au scénario, on a Jean-Marc de Mattéis, Bruce Jones sur un épisode et Roy Thomas sur les 2 annuals, et au dessin, John Buscema et Gil Kane. Pour les vieux lecteurs en VF, à noter que les épisodes 127 à 130 ainsi que les 2 annuals n'avaient pas été publiés en France à l'époque. On est dans la période où Haredi a cessé de publier la série au numéro 126 et Mon Journal l'a reprise au numéro 131 dans Super Conan. Après, ce qui m'ennuie beaucoup avec ces intégrales Made in Panini, c'est qu'il faut compter 30€ le volume pour à peine plus de 200 pages. Ça fait chéros la page.
Restons sur Conan avec la sortie de King Conan Colossal, qui reprend pas la série Marvel King Conan, mais une série de mini-séries parues chez Dark Horse aux environs de 2010 et signée Timothy Truman et Thomas Giorello. Colossal parce que grand format, 22 par 32 cm, le prix est colossal lui aussi, 90€ pour 650 pages. J'ai pas lu les mini en question, mais de ce que j'ai pu en voir, Thomas Giorello fait effectivement du beau boulot, donc parlez-en à votre banquier avant, mais ça peut valoir le coup. Et ce King Conan Colossal n'est pas le seul titre grand format Grand Prix annoncé par Panini en novembre. On sent que Noël approche. Dans un format similaire, on aura le premier volume de l'intégrale de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore et Kevin O'Neill, avec donc les 2 mini-séries plus le Black Dossier. Pour ce dernier, j'espère que Panini n'oubliera pas d'inclure les lunettes 3D dans le bouquin. Là aussi, il faut compter 90€ pour 624 pages. J'avoue que profiter des planches de Kevin O'Neill en grand format, surtout les séquences qui se déroulent sur Mars, c'est assez tentant. De là à sortir 90€ pour quelque chose que j'ai déjà dans un autre format, je pense pas. Après, si vous avez envie de me faire un cadeau pour Noël, je dis pas non. Dans la catégorie livre cher à offrir, Panini propose également Héros, les origines de l'univers Marvel, un bouquin de 400 pages vendu 70€, qui regroupe les premiers épisodes des principales séries Marvel des années 60-70, en gros de Fantastic Four à She-Hulk. Concrètement, je vois personne acheter ça si ce n'est pour l'offrir. Ah bah tiens, Jean-Jean il aime bien les histoires de super-héros, on va lui acheter ça. Sans beaucoup plus d'intérêt, on a le dernier Marvel Visionaries en date, consacré à John Romita Jr. Après le père, le fils. Le principe est toujours le même, une sélection d'histoires piochées tout au long de ses 40 et quelques années de carrière. On a des choses qui me semblent inédites en France, comme Starbrand numéro 1, paru dans le cadre du New Universe de Jim Shooter en 1986, ou le premier numéro de Punisher Warzone, qu'on retrouvera de toute façon dans la collection Marvel Must Have en février prochain. Et pour rester dans la série des livres beaux et chers, je n'oublie évidemment pas les omnibus du mois, ils sont 2. Tout d'abord House of M, qui réunit, outre la mini-série de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel, tous les tie-in parus à l'époque. Enfin, je suppose qu'ils sont tous là, j'ai pas eu la patience d'aller vérifier titre par titre. Aucun des tie-in en question est vraiment indispensable. Après, ça a permis aux scénaristes de développer diverses sous-intrigues, plus ou moins intéressantes. De mon point de vue, la mini-série à 6,99€ dans la collection Marvel Multiverse, ça suffit largement. Après, c'est vous qui voyez. L'autre omnibus du mois, c'est Marvel Horror, le retour, soit près de 1200 pages de récits plus ou moins horrifiques des années 70-80, tirés de magazines noir et blanc ou de comics en couleur. Parmi les curiosités au sommaire, j'ai repéré les épisodes de War is Hell écrits par Chris Claremont, qui mettent en scène un soldat maudit et condamné à s'incarner dans le corps de personnes sur le point de mourir. C'est une des rares tentatives de Marvel de mélanger récits de guerre et d'horreur, un registre dans lequel DC Comics était beaucoup plus présent à l'époque. Pour le reste, on a à peu près autant de récits de super-héros qui flirtent avec l'horreur, des épisodes d'Incredible Hulk ou d'Uncanny X-Men par exemple, que d'histoires purement horrifiques mais en marge de l'univers Marvel traditionnel. Au dessin comme au scénario, il faut s'attendre à ce que le meilleur côtoie le pire, comme toujours dans ce genre d'anthologie. Avant de conclure avec les sorties Star Wars, un petit mot sur le dernier titre World of Cyberpunk 2077 en date, Ta Voix, adapté du jeu vidéo du même nom. D'habitude, je pense même pas à signaler la sortie de ces titres, sauf que celui-ci, je me suis rendu compte que les dessins sont signés Daniel Zazelj, un artiste croate qu'on a notamment pas mal vu sur des titres Vertigo à une époque. Du coup, je suis allé jeter un œil et effectivement, visuellement, ça a de la gueule. Pour le reste, je sais pas. En Star Wars donc, sortie du numéro 4 de Hidden Empire, crossover qui continue de réunir les principales séries régulières, sortie également de Yoda, un assez gros 100% Star Wars qui regroupe les 10 épisodes de la série réalisés par trop de monde pour que je les cite tous, l'équipe en place change quasiment tous les 3 numéros, sortie de la Haute République, Les Aventures phase 2, qui contient la mini-série The Nameless Terror de George Mann, Eduardo Melo et Ornella Savarez, et enfin un Star Wars verse consacré à Luke Skywalker, avec les numéros 22 et l'annual numéro 4 de la série Star Wars de 2015, le numéro 1 de la série de 2020 et le one-shot Age of Rebellion Luke Skywalker de 2019. J'en ai fini avec les sorties Panini Comics, mais une fois n'est pas coutume, on va faire un petit détour du côté de Panini Manga, qui annonce 2 rééditions susceptibles de vous intéresser. On a d'abord Wolverine Sneaked de Tsutomu Nihei, le créateur de Blame, une mini-série et une curiosité qui date de 2003.
Dans mon souvenir, qui commence à dater quand même, le scénario est parfaitement anecdotique, mais le traitement graphique de Wolverine par Tsutomu Nihei a plutôt de la gueule. Nouvelle édition également de Demon Days de Peach Momoko que Panini avait publié il y a pile poil 1 an. Le voilà désormais disponible dans une édition nettement plus économique, 10,99€ au lieu de 26. Par contre, la pagination change elle aussi, on passe de 256 à 184 pages, à voir donc ce qui a sauté au passage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère n'avoir rien oublié et ne pas m'être trop planté, sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour rectifier telle ou telle chose. On se retrouve très vite pour la suite, d'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.